Bonjour, déjà merci beaucoup au CRIAVS d'organiser cette journée et puis pour l'invitation. Je vous présente aussi les excuses de ma collègue Fabienne Claire qui n'a pas pu venir avec moi aujourd'hui. C'est avec regret parce que justement elle est secrétaire au CRIAVS, secrétaire médicale, et puis elle est référente des appelants au niveau de la fédération des CRIAVS. Alors je vais vous situer un petit peu, je pense qu'ici beaucoup peut-être vous connaissez le CRIAVS de Languedoc-Roussillon, mais je vais peut-être resituer un peu ce que sont les CRIAVS et la fédération des CRIAVS. Et voilà, Fabienne Claire qui avait cette expérience-là, enfin, qui a cette expérience au niveau des appelants, des répondants, et dans la formation des nouveaux arrivants au niveau de la fédération. Donc et qui a beaucoup l'expérience d'être la première interlocutrice qui va recevoir des appels de la part des appelants concernés par le dispositif STOP. Pas très bien ? C'est génial. Là, c'est un peu mieux ? N'hésitez pas au cas où à me dire, j'essaierai de parler un peu plus fort si nécessaire. Là, ça va être difficile. Là vous m'entendez mieux ? Mais je ne serai pas bien. Alors, ça peut être confortable. On va voir si on va éviter. Alors, déjà, pour situer un petit peu les CRIAVS, qui sont les centres ressources. Ah, c'est pas là. Les centres ressources pour les intervenants de la région auprès des... c'est les centres ressources pour les intervenants de la région qui travaillent auprès des personnes auteurs de violences sexuelles, que ce soit dans le domaine médical, sanitaire, psychologique et ou justement tout ce qui va être judiciaire. Ça vise à articuler un petit peu ces deux champs-là. Les missions des CRIAVS sont déjà le soutien aux professionnels dans les prises en charge qui peuvent se retrouver complexes, toute situation qui amène à un questionnement. Alors c'est pour soutenir ce questionnement ou parfois quand l'équipe est vraiment un peu plus en panne d'en élaborer quelque chose et de pouvoir relancer un petit peu la réflexion autour des cas complexes et des situations difficiles. Les CRIAVS ont été créés, alors peut-être pour resituer un peu plus généralement, vous avez dû entendre parler de l'injonction de soins, de l'obligation de soins, mais notamment de l'injonction de soins. Ça a été créé justement une volonté, suite à des études, il y a une volonté de proposer des traitements, et notamment une peine en l'occurrence. Et l'idée de la création des centres ressources, c'était de faire monter l'ensemble des professionnels en compétences, que ce soit dans le domaine du sanitaire, psychologique, du soin, du social, et aussi de la justice. C'est suite à la création du 18 juin 98, si je ne me trompe pas. Chaque fois, je confonds les décennies. Alors, l'idée, c'est aussi de faire de la recherche pour favoriser le développement, notamment concernant l'accompagnement, le traitement, la prévention des violences sexuelles et l'accompagnement des auteurs de violences sexuelles. Il s'agit aussi de la prévention, participer au développement des actions de prévention. Initialement, les CRIAVS n'ont pas particulièrement vocation à faire des actions de prévention, mais plutôt à accompagner les équipes ou les institutions qui souhaitent effectivement faire de la prévention. De plus en plus, on intervient avec cette idée d'agir à la source et donc on se saisit. Et le dispositif STOP et la promotion, la diffusion de ce réseau et de tout ça fait que les CRIAVS participent aussi plus directement à des actions de prévention pour agir à la source. Il y a aussi l'annuaire des professionnels concernés. Bien souvent, ça dépend des CRIAVS, mais la plupart du temps, il n'est pas un annuaire public pour que justement les soignants, les psychologues, psychiatres et autres qui reçoivent ces personnes-là ne soient pas forcément repérés comme accueillant justement des auteurs de violences sexuelles. Mais si nécessaire, les personnes concernées par justement ces soins-là, leurs familles et autres, peuvent contacter les CRIAVS pour essayer d'avoir des professionnels qui se sont un peu plus formés sur ces questions-là pour avoir une adresse un peu plus spécifique. Nous avons aussi un centre de documentation spécialisé avec justement tout un réseau TSEAS au niveau de la fédération des CRIAVS qui cumule comme ça beaucoup d'articles, d'ouvrages spécialisés sur les violences sexuelles du côté auteur mais aussi du côté victime. On fait aussi de l'information du public, notamment sur les cadres juridiques, les soins, mais aussi favoriser le réseau, l'animation du réseau santé-justice. Ce qui peut faire qu'il peut y avoir dans les régions ou départements, on essaye aussi de faire des rencontres que des juges d'application des peines, des professionnels, des agents des services pénitentiaires d'insertion-probation, rencontrent aussi des psychologues ou des psychiatres traitants, rencontrent des éducatrices PJJ. Voilà, il y a le côté à la fois du sanitaire
médecins, psychiatres, experts ou psychologues experts, et tout le monde essaie de se rencontrer autour de ces situations-là pour essayer de mieux connaître la professionnalité des uns et des autres, histoire de pouvoir s'articuler sans se confondre, ce qui est très important dans ce domaine notamment. Et enfin, la formation professionnelle. Voilà, c'est un petit peu pour toutes ces raisons-là que les CRIAVS, justement, interviennent dans les orientations de santé publique afin de renforcer les modalités de prise en charge des auteurs de violences sexuelles, de structurer et harmoniser les liens institutionnels entre la psychiatrie et les acteurs de la justice et la pénitentiaire, participer à la protection des mineurs et enfin favoriser la recherche et renforcer à ce titre le niveau de connaissance et d'expertise médicale et pénale dans ce domaine. Par exemple, voilà, la boîte et la recherche qui a été présentée en fin de matinée en est un exemple aussi de ce qui peut être fait, et notamment participer aux actions de prévention et des violences sexuelles et de la récidive. Il faut dire aussi que ces CRIAF sont organisés en fédération nationale et qui va participer, il y a un centre à peu près dans chaque région, parfois il y a plusieurs antennes, et les CRIAF participent par exemple à la base de données documentaires, TZAS, mais aussi à des recherches, comme sur l'injonction de soins avec la recherche ELIS, l'audition publique concernant les acteurs, les majeurs, auteurs de violences sexuelles, pour l'année prochaine, l'audition publique concernant plutôt les mineurs. La fédération française des CRIAVS a aussi participé à une étude avec la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, et notamment avec Marie Romero sur la prise en charge et le traitement des mineurs auteurs de violences sexuelles au sein de la PJJ. Voilà, c'est toutes ces ressources-là que permettent aussi les fédérations. J'espère peut-être avoir un peu mieux situé ce que sont les CRIAVS. Alors il y a, comme à Montpellier, des fois, il y a aussi des effecteurs de soins. En PACA, nous sommes restés juste le CRIAVS uniquement avec les missions initiales, c'est-à-dire que je les ai dites. On a chacune et chacun dans l'équipe de PACA une des effecteurs de soins, par exemple moi à la fois en libéral et puis au SMPR des Baumettes, acquis en psychiatrie générale, acquis en expert psychologue en libéral ou expert psychiatre, médecin coordinateur. Donc le centre des CRIAVS n'est pas effecteur de soins, mais chacun et chacune dans cette équipe a une pratique en extérieur. Donc voilà, mission de recours, mission de formation, d'information, d'animation de réseau, de documentation. N'hésitez pas à vous adresser aux CRIAVS de votre région. Et notamment par rapport aux grands projets qui ont été portés et soutenus et initiés par la Fédération française des CRIAVS, il y a justement le dispositif téléphonique à destination des personnes sexuellement attirées par les enfants. Peut-être avant de vous présenter un peu plus ce dispositif-là, venir un petit peu sur ça concerne qui, puisque il n'y a pas que les personnes concernées par une paraphilie pédophilique ou un trouble pédophilique qui agressent sexuellement des mineurs, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas concernées par ce trouble-là. Mais effectivement, je spoil un petit peu, s'adresser particulièrement à ces personnes-là peut avoir un avantage puisqu'elles ont un risque de passage à l'acte un peu plus supérieur que d'autres personnes, toutes choses égales par ailleurs. Alors peut-être déjà, initialement, il pourrait y avoir de grands débats et de grandes discussions très importantes et intéressantes sur les termes. Qu'est-ce qu'on entend par pédophilie, l'amour des enfants, mais quand même, c'est de la violence, etc. Donc il y a assurément ces discussions à avoir et cette sensibilité-là par rapport aux termes. On va garder peut-être pour aujourd'hui aussi le terme pédophilie et éventuellement aussi trouble pédophilique, en référence aussi au point de vue médical et au DSM-5. Et à le distinguer de la pédocriminalité qui va concerner justement toute agression, violence sexuelle sur mineurs, même moins de 18 ans. On va parler de troubles pédophiliques. La pédophilie, ça pourrait être défini très généralement comme l'attraction plus spécifique et d'une façon durable. Une préférence, ça peut être une préférence qui est exclusive ou non sur les enfants. Des personnes peuvent avoir une attirance sexuelle pour des mineurs, mais aussi avoir des attirances et des relations sexuelles avec des majeurs. Voilà, ça peut être exclusif, non exclusif. Et en tout cas, il y a dans la préférence sexuelle du côté de la pédophilie quelque chose de durable, ce qui est à différencier parfois justement de fantasmes ou d'activités fantasmatiques ou des fantaisies sexuelles, il faut voir ce qu'on met derrière ces termes aussi, qui sont justement d'ordre pédophilique aussi, ou en tout cas qui concernent les enfants.
Le DSM-5 a amené une distinction entre les paraphilies, divers types de paraphilies, hein, les relations violentes, le sadisme, l'exhibitionnisme, les choses comme ça, sans présupposer de fait que c'est forcément un trouble. Selon le DSM-5, on va préciser qu'il s'agit d'un trouble si la personne souffre de sa préférence sexuelle, de ses fantasmes, ou si elle passe à l'acte. Si elle passe à l'acte, on considère qu'effectivement elle inflige une souffrance à une autre personne et qu'effectivement là on va parler de troubles pédophiliques. Donc voilà, le DSM-5, hein, c'est le manuel des troubles mentaux médical, fait cette distinction-là. Les paraphilies, dont la paraphilie pédophile, et le trouble paraphilique quand il y a souffrance et ou passage à l'acte. Donc là on est sur le côté DSM, ce qui concerne l'attrait, la préférence sexuelle vers les mineurs. D'un autre côté, un terme qui se diffuse beaucoup plus et qui est assez juste, hein, on va parler plutôt de pédocriminalité pour toute personne qui passe à l'acte sur des mineurs. Même de 15 à 18 ans. Hein, ce n'est pas forcément que sur des mineurs de moins de 15 ans. On va parler de pédocriminalité quand il s'agit de mineurs et de passage à l'acte. On prend en compte qu'effectivement, il y a des personnes qui passent à l'acte sur des enfants ou sur des adolescentes et adolescents qui ne sont pas concernés par un trouble pédophilique. Si cette attirance-là, elle n'est ni nécessaire à un passage à l'acte, mais ni suffisante pour passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils sont concernés par cette attirance-là, mais ce n'est pas suffisant pour qu'ils passent à l'acte. D'autres, ils n'ont pas cette condition nécessaire et ils passent à l'acte. Pas nécessaire parce que parmi les personnes qui passent à l'acte, effectivement, la plupart des passages à l'acte sont l'expression de relations de pouvoir, de violence et ou de domination. Ils résultent, entre autres, et selon les personnes, hein, de manque de repères éducatifs, parce que carence éducative très importante, ou parce que déficience parfois intellectuelle, ou parce que difficulté à repérer ses émotions, celles des autres, parfois des personnes ou des adolescents ou adolescentes concernés par un trouble de la sphère autistique, du spectre autistique. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Je crois que c'est très difficile. Il n'y a pas d'homogénéité sur le profil psychologique ou psychiatrique des personnes qui passent à l'acte sur des mineurs. Il n'y a pas d'homogénéité psychopathologique. On ne peut pas se dire ils ont toutes ou toutes et tous en commun ceci ou cela. On dégage quelques généralités, alors souvent des immaturités, souvent des violences subies, notamment des violences sexuelles, etc., des ruptures, hein, parce que les séparations, il en faut dans la vie, il faut pouvoir se séparer, c'est bien, chacun va à différents destins, hein, se séparer, c'est pas mal, c'est important. Par contre, là, c'est souvent des vécus de rupture, du coup, la séparation, la perte n'est pas tellement pensée, elle est difficilement élaborable, voire même supportable. Et le manque, pouvoir soutenir le manque, le désir, des fois, c'est beaucoup plus important et ça peut effracter la personne. Donc voilà, il y a plusieurs tableaux. Je crois qu'il est vraiment difficile de faire de trop grosses généralités, en tout cas d'y rester, et on risquerait de ne pas prendre en compte beaucoup de personnes dans leur diversité. Donc on voit que selon les violences sexuelles peuvent être aussi le fait donc, de ces relations de domination, mais du coup des troubles aussi de la relation à l'autre, de l'immaturité et encore toute autre possibilité. Notamment, je pense à des personnes qui vont avoir une vulnérabilité personnelle, une perte de travail, des conflits, des difficultés conjugales, des divorces, des séparations, perte de l'emploi, perte de la maison. Enfin, tout ça va fragiliser, peut aussi amener à des consommations de toxiques. Enfin voilà, et quand tout ça s'ajoute, hein, ça potentialise, ça maximise le risque de passer à l'acte. Souvent, nous avons souvent tendance à dire, enfin, en tout cas nous dans la formation PACAN, que finalement les agresseurs et agresseurs sexuels, ça pourrait être monsieur ou madame tout le monde à quelques adversités près. Plus souvent monsieur, à voir ce qu'il en est aussi des violences sexuelles exercées par les femmes. Mais, et après quelques adversités près, alors ça c'est un terme je crois un peu plus canadien, mais c'est tout justement ce que j'évoquais, les ruptures, les violences, les consommations, voilà, selon effectivement ça va cumuler et potentialiser le risque de passage à l'acte. Excusez-moi, Donc si ce n'est pas une condition nécessaire, cette attirance ou cette préférence sexuelle pour les enfants, elle constitue malgré tout un facteur de passage à l'acte pédocriminel. Mais, comme j'évoquais, cette attirance sexuelle envers les enfants n'est pas non plus suffisante. Elle ne conduit pas toujours à l'ignorance du consentement de l'autre et de la loi. Dans le cadre particulier de la pédophilie, la plupart des personnes concernées sont d'ailleurs abstinentes
par rapport à cette attirance. Ça, c'est aussi une représentation. Alors, il y a une représentation, c'est que c'est souvent des personnes pédophiles qui agressent des mineurs ou des enfants, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis, il y a l'autre idée que tous les pédophiles doivent absolument passer à l'acte, parce que sinon, ça serait complètement invivable. Et non, il y a beaucoup de personnes qui se considèrent, qui sont considérées comme pédophiles, ayant une pédophilie, mais qui ne passent pas à l'acte. Parmi elles, il y a des personnes qui peuvent en souffrir, et c'est à ces personnes-là que sont destinés préférentiellement ce dispositif, bien que des personnes qui sont déjà passées à l'acte, et dans un suivi ou judiciarisation, peuvent aussi faire appel au CRIAF, au dispositif STOP. Donc ce dispositif STOP cible les personnes pédophiles en demande de soins en vue de prévenir des éventuels passages à l'acte et de soulager la souffrance. Alors après, la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on entend par pédophilie. Alors on pourrait faire la discussion, et qui est très importante, pédophilie, pédocriminalité, d'autres termes. Là, on précise un petit peu, effectivement, qu'est-ce qu'on entend. Faire la différence entre des personnes qui auraient vraiment une attirance, une préférence de façon durable concernant les enfants, éventuellement exclusive, de éventuellement d'autres personnes qui vont pouvoir être traversées ou qui vont avoir justement des fois des fantasmes ou un imaginaire sexuel qui a connotation pédophilique. Et ensuite, on pourrait aussi, selon les orientations théoriques, penser aussi à l'organisation des fantasmes inconscients, de l'infantile, etc. Comment chacune et chacun s'en débrouille. Ça, c'est aussi au niveau plus théorique, on dirait. Mais il y a toute une diversité entre les personnes attirées par les petits-enfants, les fantaisies sexuelles, les masturbations en pensant des enfants ou tout acte sexuel, si personne ne pouvait le découvrir avec des enfants. Alors, il y a quelques études, je ne vais pas vous les avez un peu sous les yeux, il y a quelques années depuis ces études-là, et ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a des écarts statistiques assez importants. On passe des fois de 20% à 5%. Et puis, essentiellement, ce qu'on remarquera par rapport à ces études-là, c'est le nombre de personnes constituant l'échantillon. Vous voyez, c'est des N. Donc, N, 40 personnes, 17 personnes, 22 personnes. Donc, assurément, ça a été publié, il y a quand même quelque chose de significatif dans ces études et dans la méthodologie dans laquelle elles ont été construites. Mais c'est important, finalement, on revient sur... je vais donner d'autres chiffres un petit peu après, une autre étude plus récente, mais qui va confirmer un petit peu ça. On passerait plus ou moins de 5 personnes concernées vraiment par un trouble pédophilique, trouble donc parce que soit passé à l'acte, soit parce qu'en souffrance, à 20% de la population qui peut être traversé ou avoir un imaginaire aussi qui inclut des représentations pédophiliques. Il y a un certain nombre d'autres études, pareil, qui donnent, mais avec des échantillons donc petits ou pas forcément représentatifs, et on est entre 1,7% d'hommes déclarant un certain degré d'intérêt sexuel pour les enfants à 23%. Pour préciser un petit peu plus, on peut voir, il y a une étude de l'année dernière qui a été publiée, une étude australienne réalisée par Salter et ses collaborateurs et collaboratrices, qui, là, pour le coup... c'est intéressant parce que justement, je suis allé la mettre celle-là exprès parce qu'elle avait un échantillon de 1800 personnes. Enfin, après avoir vraiment fait plusieurs étapes et resserré. Et là, on avait vraiment un échantillon assez important. Et je trouve intéressant que je n'ai pas mis l'échantillon, alors que c'était une des raisons de faire appel à cette étude. Pour vous dire, cette étude, elle a visé un petit peu à essayer de voir sur plusieurs aspects, et notamment comment on pourrait mieux comprendre et éventuellement prévenir les agressions sexuelles sur les enfants. Et notamment, pas forcément en psychologisant, parce que souvent, notamment en tant que psychologue, et puis beaucoup de personnes vont dire mais il faut avoir vraiment un truc à la tête, c'est pas possible, il faut vraiment avoir un problème psychiatrique, et on va très psychologiser, on va très psychiatriser les personnes qui ont ces fantasmes-là et ou qui passent à l'acte, alors qu'effectivement il y a beaucoup à faire au niveau éducatif, et cette étude s'intéresse, je les ai pas reprises, parce que c'est pas non plus tout à fait le thème de l'intervention d'aujourd'hui qui vise à parler des dispositifs téléphoniques pour ces personnes, mais qui va donner plein de données démographiques. Et on va se rendre compte que c'est beaucoup d'hommes bien insérés, je crois 40% qui ont un diplôme universitaire, 96% hétérosexuels, etc., etc. Enfin, voilà, on n'est pas... Parce que
Un des problèmes aussi dans nos connaissances, la littérature, les articles, c'est que très souvent, on s'est basé, psychologues, psychiatres et des fois d'autres chercheurs aussi, sur la population pénale. C'est-à-dire les personnes qui ont été arrêtées, poursuivies, puis condamnées. Et vous savez, donc ça je ne vais pas forcément le redire, que la prévalence des violences sexuelles est très très importante et c'est énorme comparé au nombre de personnes qui vont être poursuivies et condamnées. Donc là, on se retrouve avec le même profil, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait se dire, mais c'est qui sont violeurs? Il y a ceux qui sont violeurs et puis ceux qui ne le sont pas du tout, alors qu'on voit que c'est aussi des problèmes sociétaux, des problèmes aussi de culture sociétale, et ce qu'on pourrait appeler aussi culture du viol et autres, qui va favoriser, précipiter, autoriser des fois des comportements, même s'ils ne relèvent pas très spécifiquement des infractions à caractère sexuel, en tout cas constituent vraiment des violences sexuelles sur tout ce spectre, qui va juste de la simple blague sexiste à la main aux fesses et jusqu'au viol. Il y a ce spectre-là, il est important de prendre en compte comment il y a des déterminants sociaux et sociétaux qui vont agir sur ça. Donc, si on prend juste cette étude-là, elle montre bien ce qu'on peut penser aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes. Alors là, c'est pareil, ça se base essentiellement sur les hommes, notamment parce que c'est une violence qui est assez genrée, très genrée même. Mais il faut beaucoup s'intéresser aux femmes. Et une des raisons, justement, c'est que les femmes n'ont pas été concernées dans cette étude-là. Elle est à venir pour être au plus près de leur spécificité. Donc, juste là, vous avez peut-être eu le temps de regarder juste sur cette partie-là, ceux qui avaient des sentiments sexuels à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Il y a ces 6 questions qui leur ont été posées, à savoir s'ils auraient des relations sexuelles, est-ce qu'ils ont un intérêt, et puis est-ce qu'ils auraient des relations sexuelles s'ils étaient garantis d'une impunité. Et on arrive à ces chiffres, donc qui, 3, 5%, 4%, 7%. En fait, quand on prend l'ensemble des résultats, il y a au moins 16%, 15% des hommes, c'est-à-dire un homme sur 6, qui a répondu à au moins une de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on peut considérer, en tout cas pour les hommes australiens, assurément, et sûrement pas les autres, mais quand même, un homme sur 6, effectivement, a répondu au moins à un de ces critères. Alors, c'est une chose, effectivement, d'être concerné par une des fantaisies, des fantasmes, et éventuellement une activité masturbatoire. C'est encore autre chose de se dire, effectivement, si j'étais garanti, si on me garantissait une impunité, je passerais à l'acte. Pareil, il y aurait beaucoup à dire, mais entre autres, juste ce qu'on peut signaler là, c'est que justement, c'est aussi beaucoup de représentation, un peu comme sur les femmes, mais qu'est-ce qu'elle faisait dehors à cette heure-ci? Est-ce qu'elle ne cherchait pas? Elle a mis une jupe. Si c'est pas un feu vert, ça. Et pareil, on a plein de représentations, d'idées comme ça sur la sexualité des enfants, sur leur capacité à consentir, voire même à désirer, en omettant effectivement complètement la différence d'âge et notamment l'état de minorité de ces personnes. Voilà. Il y aurait plein d'autres données un peu sociodémographiques, mais j'ai gardé celle-ci, c'est-à-dire que la plupart de ces personnes-là étaient aussi hétérosexuels, 91%, 92%, et qu'ils étaient âgés pour la plupart, de 18 à 34 ans. Dans cette étude-là, elle a quelques limites, mais des limites qui risquent de sous-estimer la consommation de pédopornographie. Et effectivement, des fois, on pourrait se dire, oui, mais ça pourrait être des jeunes hommes de 19, 20 ans et qui ont éventuellement des contacts avec des mineurs de 17 ans. Oui, pourquoi pas aussi, mais effectivement, ça a été plus ou moins pris en compte dans cette étude et ce n'est pas suffisant pour changer la signification de ces résultats. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très présent. Et assurément, ce n'est pas toute personne qui a des fantasmes, des fantaisies sexuelles ou une activité masturbatoire qui concerne aussi les enfants, pas forcément préférentiellement, ne va passer à l'acte. Et puis, certaines de ces personnes-là n'en souffrent pas particulièrement. Par contre, effectivement, quand il y a une souffrance au sujet et que ça devient justement très envahissant, en soi, absolument personne n'est absolument responsable de ces fantasmes ou fantaisies sexuelles, de ce qui peut ou pas l'exciter. Par contre, effectivement, il y a une responsabilité des comportements que ces personnes vont avoir. Ça, c'est et qui est ou pas de paraphilie ou de troubles paraphiliques ne va pas forcément enlever la responsabilité pénale de ces personnes. Sauf s'il y a d'autres raisons psychiatriques et qui fait que la personne a un discernement complètement aboli ou altéré. Donc, un homme sur 3 ayant des sentiments donc on a vu un homme sur 6 peut être traversé et concerné par un imaginaire, une attraction sexuelle vis-à-vis des enfants. Parmi ces personnes-là, 1 sur 3, et du coup un homme australien sur 20, de population générale, souhaite obtenir de l'aide par rapport à ses sentiments sexuels vis-à-vis des enfants.
Ces personnes-là, en souffrance ou particulièrement inquiètes, et parfois justement là on se rapproche plus peut-être des 5% parfois des personnes qui sont très envahies, voire 5, 7, 10% très envahies par cette fantasmatique, avec un risque justement de passer à l'acte. Là, c'est un peu ce que je répète depuis le début, je crois que ça vous l'aurez compris. Et d'où l'intérêt que ces personnes-là bénéficient de services susceptibles de réduire ces risques et de modifier leur comportement. Je vais accélérer un peu. Donc, ce qu'on se rend compte, là c'est d'autres études, on a fini avec l'étude précédente, c'est que les personnes pédophiles, on va s'adresser particulièrement à ces personnes-là, ou en tout cas à des personnes qui peuvent souffrir de leur fantaisie et fantasmes sexuels. Il y a 51% des personnes qui appellent ces dispositifs, qui sont dans une recherche de soins parce qu'ils ont peur de passer à l'acte. 55% disent avoir déjà recherché une aide professionnelle préalable. Là, pareil, on touche à d'autres représentations et qui concernent notamment les professionnels de la psychologie et de la psychiatrie, entre autres. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée-là que ce pouvait être que des personnes qui étaient... il n'y avait rien à faire, elles ne sont pas en demande, elles ne souffrent même pas. De toute façon, il n'y a rien à faire, elles sont inamendables, incurables, etc. etc. Donc... pour ces raisons-là, et pour aussi peut-être des raisons personnelles aussi. Après, on se sent pas d'entendre, de soutenir ces discours, ces idées-là. Et aussi pour des préoccupations, parfois je dirais légales, de professionnels de la santé qui ont peur d'être mis en cause, parce que si la personne récidive, est-ce que c'est moi qui vais être responsable ? Il y a tout ça qui fait que beaucoup de professionnels ne se sentent pas de proposer de l'accompagnement psychologique ou psychothérapeutique à ces personnes, ce qui fait que ça peut arriver qu'elles font parfois... Enfin, j'ai une collègue qui a reçu un patient pédophile qui avait appelé 17 soignants avant qu'elle accepte, elle, de le rencontrer. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, avant de passer à l'acte, essayent d'en parler à des psys, à des psychologues et psychiatres, et dont un qui avait parlé d'un ami qui avait ce type d'idée et qui s'est vu répondre par ce psychiatre que si elle avait un gars comme ça dans son cabinet, elle le ferait sortir manu militari en 2-2. Autant vous dire qu'il n'a jamais parlé de ses fantasmes ou de ses préoccupations. Donc, on voit qu'à peu près partout dans le monde, il y a un peu ces recherches, ces informations-là. On voit que c'est pas non plus on peut rien faire, les violences sexuelles, il n'y a rien à faire, c'est depuis la nuit des temps. Non, on voit qu'il y a des facteurs sociétaux, des déterminants sociaux, que l'importance de la législation va jouer sur nos comportements et la prévention qu'on va faire. Et donc, il y a plein de choses à proposer. On voit qu'il y a des dispositifs téléphoniques à peu près dans plusieurs endroits dans le monde, à destination des personnes attirées par les mineurs ou des personnes ayant des fantasmes socialement inacceptables. Et on peut voir notamment Stop It Now, UK, en 2002. Ensuite, il y a eu 2005, Berlin, en Allemagne. Et puis, c'est monté avec l'Inde, le Canada, beaucoup de dispositifs à ces destinations-là, jusqu'à dispositif 2020, Stop, en France, service téléphonique d'orientation et de prévention. Là, vous avez les quelques liens, notamment en Allemagne, où vous avez un site internet qui est des ressources en ligne. C'est-à-dire que là, le Stop It, ça peut être un numéro téléphonique, on appelle, on a je développerai un peu plus le process, mais il y a aussi des plateformes, des sites internet où les personnes peuvent effectivement voir justement où elles en sont de leur excitation, des recours, de la gestion de leurs émotions, de ce qu'elles peuvent faire pour éviter de passer à l'acte et éventuellement pouvoir être en contact avec des professionnels parce que là où elles sont, il y a peu de professionnels expérimentés ou suffisamment compétents. Parmi les... est-ce qu'il faut être vraiment spécialiste des violences sexuelles, très spécialisé? Il pourrait y avoir beaucoup de discussions éventuellement même dans la salle, mais ça au moins, ce côté-là de spécifique, c'est-à-dire que... de se dire, est-ce que je suis suffisamment formé? C'est-à-dire qu'il faut travailler à la fois sur ces représentations que j'ai évoquées, il n'y a rien à faire, c'est horrible, ou je vais être mis en cause. Mais essentiellement, je crois que c'est surtout ce qu'il y aurait de spécifique dans ces suivis et ce traitement-là, c'est de travailler sur soi-même, effectivement, sur nos représentations, et puis après de se former, de participer à ces colloques, etc. On pourrait avoir discussion, mais je ne suis pas sûr que ça soit si spécialisé. Donc il y a des professionnels qui travaillent en libéral, en ville ou autre, qui pourraient, en travaillant sur eux-mêmes et notamment en acquérant des connaissances supplémentaires, pouvoir soutenir et proposer ces suivis psychothérapeutiques. Maintenant, revenons justement en France, où la Fédération des CRIAVS a porté ce projet avec aussi l'association de victimes, France Victimes, l'association Colosse au pied d'argile, violences sexuelles dans le sport et autres. Avec plusieurs partenaires, comme ça, il y a eu ce souhait de mettre en place ce dispositif téléphonique d'aide
qui participent à ce qu'on pourrait appeler la prévention secondaire. Je ne vais pas développer, je crois que vous avez eu justement une intervention de Cécile Miel, qui a travaillé aussi sur ce dispositif-là, pour tout ce qui est prévention secondaire. C'est-à-dire que là, on va surtout plutôt... On pourrait s'adresser, faire de l'éducation à la vie affective et relationnelle dès la plus tendre enfance, dans les collèges, dans les lycées, même à l'âge adulte. On peut s'adresser à la population générale, mais il y a aussi effectivement une prévention plus ciblée juste sur ce public-là. C'est ce qu'on appellerait la population prévention secondaire. Merci. Alors, je vous disais, la fédération a organisé une grande audition publique avec des experts, plein de gens qui se réunissent, qui ont après fait des propositions. Parmi ces propositions-là, il y avait évalué et développé au niveau national l'expérience de réseau d'écoute pour proposer un numéro d'appel unique. Il y a aussi la mission commune d'information au Sénat en 2019, pareil, de créer une structure dédiée à l'écoute et à l'accompagnement des personnes pédophiles afin d'éviter tout passage à l'acte. C'est avec ces initiatives-là, et notamment avec alors c'était Aurélien Taquet, secrétaire chargé à la famille, donc 2019. Il y a certaines régions, dont PACA, dont Languedoc-Roussillon, enfin, qui ont été concernées par justement le lancement de cette campagne, qui a vraiment été lancée au niveau national en 2020. Ce dispositif, c'est une interface qui met en lien un appelant qui va être concerné par une attraction sexuelle pour les enfants à un numéro unique sur l'ensemble du territoire national. Quand cette personne appelle, on lui demande, elle a des informations et on lui demande de renseigner son département. Et en fonction du département, elle va être mise en relation avec un CRIAPS. Il y a eu aussi, alors je vais développer un peu plus sur ce qui se passe là dans ce dispositif, et après l'orientation faite par l'appelante, la répondante, ma collègue Fabienne Clergue, mais aussi se dire que pour communiquer sur ce dispositif-là, et ça fait partie des différents volets qui ont été pensés pour faire la prévention, c'était justement de faire ces campagnes d'affichage dont vous avez les supports là. Vous ne voyez qu'elle, vous ne voyez que lui. Voilà, c'était justement, vous êtes sexuellement attiré par les enfants, n'allez pas plus loin, un ou une professionnelle de santé pour vous aider. Là, déjà, on est un peu plus sur le D2. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui fait justement attention les consommateurs de drogue et attention les machins, attention là, on va en avoir droit là. Enfin, excusez-moi, je me permets juste cette parenthèse-là, parce que là, ces derniers temps, vous avez dû entendre le narcotrafic, etc. Il faut absolument... Mais ils ont pensé à un petit volet prévention. Et le petit volet prévention, c'est de faire des spots publicitaires pour dire que consommer, ça peut créer de la délinquance et de la criminalité. On peut s'interroger sur les campagnes de prévention et qu'est-ce qu'on entend par prévention, notamment concernant les violences sexuelles et à destination de ce public-là, c'est assez spécifique. En Allemagne, ils font des spots publicitaires dans le métro. Il y a des affiches en 4 sur 3 dans la ville. Nous, j'ai oublié de poser la question, qui avait entendu parler du dispositif Stop? Quand même. C'est énorme. Non, mais voilà, on voit à peu près la population. Alors vous êtes plutôt sûrement des personnes un peu sensibilisées peut-être à ces questions-là, mais on voit qu'il y a vraiment un manque de communication, comme s'il était difficile déjà de parler de ce sujet, et encore pire de s'adresser à ces personnes, et pire, pour leur proposer du soin et pas leur promettre la prison. Donc il y a aussi, ça se décline avec des cartes de visite, pareil, qu'on peut laisser sur les salles d'attente et autres, ou sur les bureaux. Et là, vous avez justement le dispositif Stop. Donc, une personne appelle, elle appelle la plateforme, elle est mise en lien avec un CRIAPS, elle renseigne son département de résidence, ou qu'elle souhaite, elle est mise en lien avec le CRIAPS de la région, la répondante, alors je dis la répondante parce qu'il n'y a que des répondantes, donc souvent c'est des secrétaires médicales, AMA dans les services, ou des personnes qui se sentent, parce que des fois il peut y avoir que certaines professionnels ne se sentent pas, des secrétaires ou autres, qui n'ont pas forcément envie d'avoir ces appels-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une certaine disposition de répondre, de se rendre disponible, d'accueillir cette parole-là, parce que c'est aussi la première fois, pour la plupart des personnes qui appellent, la première fois qu'elles vont parler à une autre personne de leurs fantasmes, de leurs préoccupations et éventuellement de l'envahissement de ces fantasmatiques. La professionnelle, enfin l'écoutant ou l'écoutante qui répond, va déjà accueillir ça, faire on va dire une première évaluation, parce qu'après il y a l'évaluation plus psychologique et ou psychiatrique, avant d'orienter la personne vers un soignant ou une soignante proche de chez elle ou de chez lui. C'est là où c'est très difficile. J'évoquais en tout début constituer un annuaire de professionnels qui se sentent suffisamment compétents pour accompagner ces personnes.
c'est compliqué et des fois il y a des personnes qui sont très isolées hein, chez nous, enfin voilà, la Gap, tout ça, enfin dans les montagnes, on voit il y a la ruralité et des fois ils doivent faire 2-3 heures de voiture pour une consultation ou rencontrer un psychologue. Alors j'en arrivais là, c'est-à-dire que, alors je vais me permettre de faire un peu de témoin de ma collègue, mais elle aurait déplié et parlé de tout ça de façon beaucoup plus incarnée, parce que justement, elle, c'est des choses sur lesquelles elle réfléchit beaucoup. Comment j'accueille les gens. Elle avait aussi cette expérience-là d'accueillir les patients dans le bureau, au sein du service. Là, comment on le fait téléphoniquement. Comment, finalement, mettre la personne à la fois suffisamment en confiance, sans jugement, sans faire de la morale, et en même temps d'avoir ce souci de comprendre la situation, d'évaluer s'il y a une personne qui est susceptible d'être en danger ou pas, et de ne surtout pas minimiser les actes, les pensées ou les choses comme ça, et éventuellement d'informer sur la législation aussi, hein, surtout à son niveau, qu'effectivement il y a un accueil, vous êtes orienté, il n'y a pas de jugement sur les morales, en tout cas sur les fantasmes, les attractions, etc. Par contre, effectivement, de cadrer la situation avec les appelants, effectivement. Et puis, je passe sur... On n'est pas là pour tout entendre non plus. Vous imaginez certains appels. Donc, cette personne, l'écoutante, la répondante, va justement évaluer un petit peu une première évaluation. Accueillir tout ça, mettre la personne en confiance, sans être trop dans la minimisation ou la relativisation. Et en même temps d'avoir une vigilance sur le risque suicidaire aussi. À quel moment la personne nous appelle. Normalement, c'est un service qui est ouvert de 9h à 17h. On voit sur les appels, les bases de données des appels, il y a beaucoup de personnes des fois qui appellent la nuit, qui appellent le soir, qui appellent en week-end. Hein, donc on se pose des fois la question de dans quel état les personnes appellent. Et d'avoir cette vigilance-là au risque suicidaire qui peut être présent. Parce que révélation, parce que angoisse trop forte, ou des fois on a eu aussi des appels, hein, vous savez, peut-être les mails que vous avez dû recevoir parce que vous consultez de la pédopornographie et que la gendarmerie vous a repéré. Alors des fois, quand on le reçoit, on sourit, selon comment on se sent, on peut sourire, et certains, ça les angoisse pas mal. Hein, et c'est intéressant parce qu'on a eu du coup des appels de la part de ces personnes-là qui pensaient avoir été grillées, etc. Et c'est assez intéressant ensuite de comment aborder ça et saisir l'occasion d'orienter vers du soin. Donc, voir c'est des risques de passage à l'acte aussi. Des fois, la personne se dit très envahie, appelle parce que justement, on n'arrive plus à contenir toutes ces fantaisies, cette surexcitation. Et c'est pas tant la paraphilie qui fait cet effet-là, à voir après comment chacun, mais c'est plutôt les dispositions et les vulnérabilités psychiques, voire psychiatriques des personnes, hein, qui font qu'à un moment donné, elles sont vraiment débordées par de l'angoisse, quasiment au niveau anxieux, au niveau de l'angoisse, voilà, chacun selon ses modalités personnelles aussi. Mais il y a des moments comme ça où le risque se fait plus grand pour ces personnes, et puis de l'éventualité, de la nécessité d'un signalement, comme je l'ai dit. Elle prépare aussi l'évaluation et éventuellement la rencontre avec un ou une psychologue du service. Effectivement, si la situation semble indiquer, si soit elle peut donner la personne va plutôt bien, elle souhaite avoir des informations, elle souhaite rencontrer, avoir des coordonnées, etc. Enfin voilà, c'est aussi au sens clinique de notre secrétaire qui a quand même beaucoup d'expérience. Et si nécessaire, l'orienter vers un ou une des psychologues du service. Et là, ensuite, c'est nous qui réalisons effectivement un peu plus d'évaluation, pareil, sur les risques suicidaires, risques de passage à l'acte, mais aussi savoir vers qui, effectivement, parfois mieux orienter, vers psychologue libéral, CMP, en sachant que c'est difficile, des fois, d'orienter vers tous ces soignants qui sont déjà surchargés, qui, des fois, peinent avec ces demandes-là, eux aussi, et elles aussi. C'est intéressant le côté de la fédération, ce côté parfois une personne contacte plusieurs CRIAVS, d'où l'intérêt que les CRIAVS entre eux, notamment quand il y a des situations qui appellent à des signalements, soient coordonnés et pensent au niveau de la fédération, au niveau national. Hein. Et pour ça, il y a des intervisions des appelants, c'est-à-dire que des répondants. C'est-à-dire que la plupart des secrétaires ou des personnes qui répondent ont de temps en temps des intervisions avec des psychologues et des personnes de la fédération, des intervenants extérieurs et des fois voilà, pour mettre au travail un peu ce qui a pu s'entendre, ce qui peut être troublé, angoissant, et de pouvoir évaluer plus finement justement ces situations un peu typiques.
Donc là, il y a ces interventions qui sont proposées à ces répondantes et éventuellement une formation en visio qui est proposée à toute personne qui arrive à la fédération, enfin dans un CRIAFS de France, et notamment du coup à la fédération, pour bénéficier de cette formation-là. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, volontiers. Merci.